Merci beaucoup, Madame la Directrice. Je me réjouis, vous en doutez, que l'exercice étape Charlie Multiple Ship et que le transport militaire dans son ensemble soit mis à l'honneur aujourd'hui. J'en suis très fier en tant que commandant la brigade aérienne d'appui et de projection. Et à la fois, je ne suis pas surpris, comme vous l'avez déjà introduit, le transport militaire connaît aujourd'hui une transformation extrêmement profonde et rapide. Le transport militaire, sans changer de mission et d'esprit, change de visage véritablement dans les prochaines années. Et 2018, véritablement, est au cœur de cette transformation. Cette transformation majeure et actuelle du transport militaire comporte en fait trois volets essentiels. Vous l'avez évoqué, le renouvellement des flottes tactiques mais aussi stratégiques, qui est une source d'augmentation significative de nos capacités de projection et d'intervention pour les armées et pour la France. Et c'est aussi l'adaptation connexe de nos bases aériennes et notre préparation au combat, selon les différentes fonctions qui concourent au système d'armes de ces nouveaux vecteurs, et qui doivent être pris en compte et satisfaits sur nos bases aériennes pour optimiser nos systèmes d'armes qui arrivent en service. Et enfin, le troisième volet, c'est l'intégration, vous l'avez déjà bien introduit aussi, Madame la Directrice, l'intégration du transport aérien militaire, qui est une nécessité et à la fois une réussite probante, et pour laquelle la France est véritablement leader, et la dynamique n'a jamais été aussi présente, en effet. C'est aussi donc cette transformation, la justification du projet stratégique TAM 23 pour transport aérien militaire à horizon 2023 que j'ai l'honneur de porter pour l'armée de l'air. Je vous en prie. Cette planche synthétise le plan de renouvellement de nos flottes tactiques sur la partie haute, ce qu'on appelle les avions de transport tactique et d'assaut, et tout à fait en bas, les compléments d'aviation, de l'aviation tactique. C'est un graphique qui couvre les périodes de 2018 à 2030. C'est l'horizon, je dirais, connu aujourd'hui du plan de renouvellement et de renouvellement et d'acquisition des différentes flottes. 2018, c'est aujourd'hui 44, 45 avions tactiques et d'assaut, ce qui est peu. Nous n'avons jamais eu un effectif, un parc aussi faible qu'aujourd'hui. Et la particularité de ce parc, comme vous l'avez effectivement évoqué, c'est que 2/3 de ce parc est aujourd'hui très vieillissant. Ce sont bien des flottes très anciennes qui le constituent. En 2026, donc au 1er janvier, à l'issue de l'application de la loi de programmation militaire 2019-2025, nous aurons également 45 appareils, sauf que ces 45 appareils seront tous de nouvelle génération, soit l'objet de livraison nouvelle, soit de rétrofit et de remise à hauteur, de rénovation de flottes anciennes. C'est le cas du 630H. Cette transformation que nous allons connaître entre 2018 et 2025 est le fait, comme vous l'avez mentionné, de la déflation de 660 Transal qui est en cours, 18 vers 15 appareils cette année, et le retrait définitif est en 2023, hormis la petite flotte de Transal Gabriel. C'est la partie bleue, l'A400 qui monte en puissance. Nous avons reçu le 14e appareil le 20 mars dernier. Le 15e arrive l'an prochain. Et après une petite pause, nous aurons un rythme de livraison de 3 appareils par an et ça c'est un chiffre clé facile à retenir, en 2025, avoir 25 A400M en service sur la base aérienne d'Orléans. Et l'horizon connu est fixé pour l'instant à 35 appareils à l'horizon 2030. C'est enfin le fait également des 630J, acquisition extrêmement récente. Le premier appareil a déjà été livré et inauguré par la ministre le 15 janvier dernier. Le deuxième appareil, qu'on appelle Papa, qui accompagne le Papa Oscar, va poser les roues sur la base aérienne d'Orléans mi-juin de cette année. Les 2 appareils suivants, qui seront eux des appareils à capacité de ravitaillement en vol, seront livrés mi-2019 et fin 2019. Et enfin, c'est la modernisation de la flotte 630H. C'est une remise à hauteur nécessaire pour la mise en conformité au ACI. C'est aussi une adaptation de cette flotte pour un usage force non conventionnelle qui est aussi dessiné sur l'horizon 2025. À noter aussi donc le complément capacitaire qui permet de couvrir pratiquement le spectre le plus large du transport aérien militaire avec une flotte d'avions plus légers que sont les avions de transport tactique CASA 235 qui sont 27, notamment très positionnés outre-mer et en opération extérieure,
et 5 appareils à décollage et atterrissage court, que sont les Twin Otter, dont on espère encore de bons et loyaux services pendant quelques années. Ce renouvellement de flotte, c'est aussi un resserrement du nombre de flottes. Je n'ai pas évoqué le transport stratégique, mais vous l'avez fait, Madame la directrice. Le MRTT va remplacer progressivement dans les capacités de ravitaillement en vol et de transport stratégique les flottes vieillissantes de KC-135 qui sont actuellement opérées sur la base d'Istres, mais également les flottes d'Airbus A310 et A340 qui vont progressivement aussi être retirées du service, mais à une durée plus lointaine de 2030. C'est donc la disparition de 3 flottes à l'horizon 2025, donc le Transal que j'ai évoqué tout à l'heure, l'Airbus A310, également donc les ravitailleurs KC-135. Ce resserrement, ce renouvellement de flotte, c'est également un accroissement significatif des capacités militaires et des performances en termes de charges offertes, de capacité de transport de passagers, capacité de transport de fret. C'est les chiffres qui sont présents sur cette planche. Vous voyez que les augmentations sont extrêmement significatives, pour autant avec, à l'horizon 2025, une stabilisation du parc. Donc on est vraiment sur des machines qui offrent des capacités, des potentialités nettement supérieures. C'est également le cas en termes de vitesse et de rayon d'action, avec donc les vertus en termes de réactivité pour la capacité de la France à intervenir à l'étranger. L'A400 est pratiquement 2 fois plus rapide que ne l'est le Transal. Il évolue à Mach 0,70. C'est une vitesse extrêmement significative qui lui permet, pour exemple, d'être projeté sur Niamey ou sur N'Djamena en 6-7 heures de vol avec 20 tonnes de chargement à bord. C'est aussi la rejointe de la Guyane, par exemple, avec 15 tonnes à bord en moins de 15 heures de vol également. Le renouvellement des flottes est donc une augmentation significative de capacité de projection et d'intervention, et donc de réactivité, je l'évoquais, mais aussi d'autonomie. Et donc c'est la réduction adjacente du recours à l'affrètement aussi, qui est un enjeu évidemment de cette montée en capacité. Et donc enfin, ces nouvelles flottes confèrent des capacités spécifiques améliorées lorsqu'elles seront toutes disponibles à une durée assez courte, dans le sens d'une plus grande liberté d'action et d'intégration dans des missions complexes, dans des contextes d'opération moins permissifs, c'est-à-dire que le niveau de menace est supérieur, et dans un plus grand spectre de missions et de contextes de conflits. Et donc, TAM 23 a dessiné ce modèle, non pas ex nihilo, mais en tout cas, voilà, a véritablement conçu ce format, ainsi que toutes les nécessaires adaptations dont fait partie celle des bases aériennes et les ressources et les formats de notre armée de l'air. Les bases aériennes sont des plateformes aéronautiques, donc à l'instar des plateformes civiles. On peut comparer avec Mérignac, avec Bordeaux, avec Nantes, que sais-je. Elles disposent bien évidemment de toutes les fonctions nécessaires pour permettre les décollages et atterrissages des aéronefs. Donc ce sont les pompiers, ce sont les contrôleurs aériens, ce sont les mécaniciens, les agents de sécurité, agents d'escale, etc., etc. Et en tant qu'outil de combat de l'armée de l'air, ces bases aériennes portent plus globalement toutes les fonctions permettant d'employer nos avions selon leur champ d'emploi militaire. C'est la notion de système d'armes. Et pour optimiser pleinement toutes les capacités de nos nouveaux avions de transport tactiques de nouvelle génération, porteurs de ces nouvelles capacités, il est nécessaire de prendre en compte tous les besoins associés qui couvrent les ressources humaines, les équipements, mais aussi l'infrastructure de nos bases aériennes. Quelques exemples pour illustrer mon propos. Le nombre de surfaces couvertes sur la base d'Orléans pour accueillir ne serait-ce que 35 appareils en 2030, c'est 7 hangars de très grande dimension qui doivent être construits sur la base aérienne, en disposant de 3 aujourd'hui. C'est un nombre d'équipages également plus important. Ces avions voleront plus, ces avions seront projetés plus rapidement en opération, mais également ils rentreront plus rapidement sur la base mère. Et à ce titre, ils pourront être utilisés dès le lendemain matin par un autre équipage. Ça justifie immanquablement d'avoir des taux équipage supérieurs. Ces avions ont effectivement des capacités de transport stratégique du fait de leur allonge. Donc on envisage de passer de 1,5 à 2,5 les taux équipage par avion à peu près. C'est pour aussi dans la continuité de ces opérations de chargement et déchargement, parce que ces avions partent chargés et rentrent éventuellement chargés, eh bien, du transit aérien
des agents d'escale qui doivent préparer les charges, les chargements, charger les avions, les décharger à leur retour. Et on a typiquement une cible de multiplication par 2 du nombre de personnels en charge de ces opérations, de même que leur équipement sera aussi en plus grand nombre modernisé avec une infrastructure aussi plus solide. Pour les mécaniciens et la maintenance, c'est aussi un changement de paradigme assez significatif. On réorganise véritablement le modèle de maintenance pour passer de périodes d'immobilisation consacrée à la remise en état vers un modèle d'entretien continu H24, 7 jours sur 7. Ça justifie bien évidemment des réorganisations, mais aussi des effectifs de mécaniciens dimensionnés au bon nom. Et enfin, j'en passe et des meilleurs, le dégivrage, la résistance de piste, le système de préparation de mission, les capacités d'accueil des passagers des bases aériennes, l'alimentation en carburant. Nous avons un pipeline qui passe sous la base, sous le parking, et qui alimentera des plots d'avitaillement sur le parking. C'est l'infrastructure qui est extrêmement lourde. C'est aussi des lieux de sécurité d'armement pour notamment mettre les leurres dans nos A400. C'est aussi le chargement de matériel sensible. C'est des capacités de stockage évidemment nettement rehaussées. Donc vous voyez que c'est un enjeu, c'est un défi en soi finalement que d'accueillir ces nouveaux vecteurs. Forte potentialité, mais à la fois des besoins qu'il faut satisfaire. À défaut, on ne pourra pas optimiser ces vecteurs. C'est enfin, et on se rapproche de l'exercice étape Charlie multiple chip, une préparation des équipages qui doit être, elle aussi, améliorée pour que l'ensemble des équipages maîtrisent les différents modes d'action et les potentialités supplémentaires apportées par ces vecteurs. Sur votre gauche, le petit schéma en couleur vert, rouge et bleu est figuré ici le nouveau modèle de l'activité aéronautique de nos équipages, de nos pilotes. C'est un modèle basé sur 400 heures de vol, 400 heures d'activité aéronautique, pardon, mais où figure en bonne place la simulation. C'est un apport significatif sur lequel on investit au bon niveau. 400 heures de vol, donc décomposées en à peu près 300 heures de vol consacrées aux missions et 120 heures consacrées à la préparation opérationnelle des équipages. Et sur ces 120 heures, ces outils de simulation permettent que 2 tiers de ces heures, donc 80 environ, soient réalisés à bord des simulateurs. Le reste étant réalisé en vol. C'est à la fois un gage de qualité de formation pour nos équipages, puisque ces outils de simulation offrent des capacités pédagogiques extrêmement importantes et vertueuses, mais également c'est un enjeu de rentabilisation de nos flottes, puisque ces avions finalement seront plus employés pour les opérations et ne le seront de manière moindre pour la formation des équipages. Nous serons dotés de 2 simulateurs A400M, de même que nous aurons aussi des outils de simulation sur le projet franco-allemand acquis avec nos partenaires sur la base aérienne d'Évreux. La partie droite que je commente également, c'est la maîtrise des nouveaux modes d'action de ces avions, la complexité des missions qu'ils rendent possibles, qui justifie, vous l'imaginez bien, les adaptations de nos modèles et exigences de formation. Plus que ces nouveaux emplois de nos avions, ce sont des possibilités supplémentaires comme la meilleure intégration dans la 3e dimension grâce à la connectivité, précision de la navigation, intégration des systèmes, moyens de communication qui sont à bord de ces avions. C'est aussi l'adaptabilité à des environnements de menaces supérieurs et plus denses et aussi à des conditions météorologiques plus défavorables. Donc c'est autant finalement de savoir-faire plus pointu qui justifie des efforts particuliers et une véritable réadaptation de notre outil de formation. Le colonel Coupet, ici présent, est au cœur de cette adaptation puisqu'il commande le centre d'instruction et de préparation au combat de nos équipages. Comme vous l'avez dit, Madame la Directrice, le transport militaire est au cœur et moteur de l'Europe de la défense. Vous avez largement évoqué l'EATC, qui fait voler chaque jour 60 appareils au profit des 7 nations européennes, qui, au profit de ces 7 nations, a transporté 215 000 passagers en 2017, de même qu'il a embarqué 20 000 tonnes de fret, largué 135 000 parachutistes, évacué plus d'1 millier de malades blessés des théâtres d'opération. C'est un remarquable bilan. Et c'est à la fois une nécessité, puisque ce sont des capacités, comme vous le savez, qui ne sont pas au bon niveau. Et donc ce partage de missions, ce partage d'avions, finalement, est extrêmement vertueux
et chaque pays y trouve évidemment un avantage substantiel. La France est un acteur moteur de cette intégration européenne du transport aérien militaire. C'est aussi un enjeu d'interopérabilité, évidemment, la capacité de voler ensemble. On harmonise nos procédures, on travaille régulièrement ensemble, on se connaît bien, et on est capable d'intervenir aussi, finalement, avec des outils militaires extrêmement soudés et proches. Nos alliés européens sont notamment très impliqués en bande sahélo-sahélienne, aujourd'hui au soutien de l'opération menée par la France. Tous les pays concourent et pour le coup, il n'y a aucune difficulté d'intégration de ces vecteurs sur le théâtre d'opération sur lequel nous sommes engagés. Et vous avez évoqué bien évidemment la formation commune A400M qui est complètement établie. Nous avons accueilli nos premiers équipages allemands pour la formation tactique basique en début d'année et le rythme est déjà pris. L'entraînement commun étape auquel figure donc au premier chef étape Charlie est aussi donc cette capacité de former, d'entraîner, de faire des stages au profit de chacun où finalement on s'harmonise et on se connaît mieux et on travaille plus efficacement ensemble. Et puis l'avenir sera forcément consolidé parce que les nations européennes impliquées notamment à l'EATC eh bien, acquièrent ce même vecteur qu'est la 400M, de même qu'ils acquièrent aussi pour certains d'entre eux le MRTT. Donc finalement ces deux vecteurs aussi forcément vont concourir à cette intégration, meilleure intégration du transport aérien militaire. Voilà, et la réalité, c'est effectivement, de manière concrète, c'est là, cet escadron franco-allemand en 2021 sur la base d'Évreux. Alors non pas 8, si vous me permettez, mais 10 appareils, 4 acquis par la France et 6 acquis par l'Allemagne, qui seront opérés ensemble avec une intégration la meilleure possible, des équipages mixtes à bord des avions, des équipes de mécaniciens mixtes œuvrant sur les avions indistinctement allemands et français. Et puis c'est bien sûr des engagements qu'on pourra envisager très facilement ensemble dès lors que les deux pays souhaitent s'engager sur un conflit.